Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire du cabinet Earn. Le plan de la présentation du jour, on va se présenter à vous quand même, histoire que vous sachiez, on va vous présenter qui nous sommes et on va vous présenter Earn. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec les 5 erreurs les plus communes qu'on rencontre lorsqu'on monte sa boîte et les solutions qu'on peut vous permettre d'y apporter, les points à retenir. Et à la fin, évidemment, un gros focus sur les questions-réponses. Let's go. Guillaume, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Écoutez, pour me présenter rapidement, moi je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai monté mon premier cabinet après une longue expérience dans l'expertise comptable. Je l'ai monté il y a 5 ans et là je renouvelle l'expérience de l'entrepreneuriat avec un nouveau cabinet Earn que j'ai la chance de pouvoir monter avec Alexis. Et du coup, j'ai vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui les erreurs les plus communes que j'ai vues durant cette expérience que j'ai eue par le passé, déjà pour que vous puissiez éviter de les faire, et puis ensuite pour vous apporter aussi les solutions, parce qu'il y a des solutions très pratiques et très simples à mettre en œuvre. Et du coup, je pense que ça va être un très bon sujet aujourd'hui. Yes, et moi, du coup, j'ai monté une première boîte il y a 10 ans que j'ai plantée. Donc comme ça, au moins, j'ai déjà vu quelques petites erreurs il y a 10 ans. Je l'ai plantée notamment pour une question de mauvaise gestion. Donc je me suis dit, tiens, je vais devenir expert comptable pour pouvoir améliorer mes points de gestion. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à monter un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise, marketing et communication il y a 2 ans et demi maintenant. Et puis, on a travaillé ensemble avec Guillaume sur son premier cabinet. On s'est dit, tiens, si on montait le cabinet dont on rêvait à destination des entrepreneurs, par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs. Et ça a donné Earn. Et donc, voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Mais le but, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site internet. On n'est absolument pas là pour se faire de la promo, mais on est bel et bien là pour partager. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Première erreur qu'on voit très souvent, trop souvent, malheureusement, c'est tiens, j'ai une idée, je me lance. Je lance et on n'a pas validé son idée. Ouais, on n'a pas validé son marché. Ça, c'est vraiment classique. C'est à 2 niveaux. Premièrement, j'ai une idée de business, j'ai envie de le faire, tiens, je me lance et advienne que pourra. Deuxième façon, c'est j'étais salarié, je sais faire ça, je me lance en freelance. Why not? Mais ça engendre certains problèmes et certaines déceptions parfois. Ouais, certains prérequis. Les solutions, premièrement, je vous en prie, c'est valider votre marché. Valider son marché, c'est quelque chose qui pourtant semble évident et qui est indispensable. Et pour valider son marché de façon simple lorsqu'on a une idée, il y a 3 points qui peuvent être super importants et super simples à faire pour vous. Premier point, ça va être de faire un benchmark. Faire un benchmark, c'est une étude de marché pour savoir qui sont vos concurrents. Et ça veut dire 2 choses. Premièrement, il y a beaucoup de concurrents, c'est qu'il y a un marché. Deuxièmement, il n'existe pas de concurrents et auquel cas, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une demande? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de concurrents qu'il n'y a pas de marché. Vous pouvez créer le marché, c'est juste que ça va être plus difficile d'éduquer le marché. Mais dans tous les cas, c'est fondamental, une fois que vous avez une idée, que vous souhaitiez vous lancer en freelance ou que vous souhaitiez créer votre entreprise avec un vrai projet, de faire ce benchmark, de regarder qui sont vos concurrents, directs et indirects. Exactement. Si je vous donne l'exemple de l'expertise comptable, évidemment, il y a des concurrents. Il y a 21 000 experts comptables aujourd'hui en France. Pour nous, ça va être des concurrents directs. Exactement. Et il va y avoir des concurrents indirects qui vont être des éditeurs de logiciels. Exactement. C'est exactement ceux-là qui aujourd'hui vont amener une modification du marché et qu'il faut qu'on prenne en compte lorsqu'on décide de lancer notre nouvelle entreprise pour dire, tiens, on va être face à ces personnes qui ont ces sujets et du coup, comment on fait pour réinventer notre offre? Ce qui nous amène au deuxième point indispensable de vouloir se lancer, qui est le fait de valider votre offre. Et valider votre offre, ça se fait notamment en ayant d'une certaine manière vos premiers clients fictifs ou réels d'ailleurs. Et comment on fait pour avoir ces premiers clients fictifs ou réels? La première chose, je pense, c'est peut-être faire un petit peu de phoning, de valider par des entrepreneurs, par des clients, l'offre que vous allez proposer, voir si elle est en adéquation avec le marché. Ouais. Voir si elle va avoir un retour, une adaptation ou en tout cas une adhésion du marché vis-à-vis de votre offre. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de poser la question à des clients potentiels. De toute façon, l'entrepreneuriat, on va le voir plus tard, mais c'est clairement sortir de sa zone de confort.
Et c'est vrai que c'est un peu sortir de sa zone de confort lorsqu'on a une idée de prendre son téléphone et appeler des gens pour savoir s'ils seraient prêts à acheter ce service. Ou alors l'autre option, c'est de créer, si on utilise un peu de marketing digital, créer une landing page, donc une page de destination, une page de vente de votre projet, en faire la promotion pour commencer à pouvoir montrer qu'il y a une traction et une demande. Mais dans tous les cas, et c'est vraiment la première erreur qu'on voit le plus souvent dans le fait de se lancer, Mhm. c'est de dire: «Je me lance, je vais avoir des clients». Super important de décrocher son téléphone et aller jusqu'à la validation que votre offre répond à une vraie demande. Sinon, vous risquez de perdre de l'énergie. C'est pas parce que vous avez des non que votre projet est mort. Mhm. Au contraire, ces noms vont vous faire évoluer et très souvent un projet, il commence par un point A, il passe par B, C et on fait tout l'alphabet pour qu'à la finale, on se retrouve, au moment Z qui rencontre son marché. Mais c'est vraiment important de se dire que, un, je fais mon benchmark et deux, je valide que mon offre rencontre son marché. C'est vraiment un point, clé, je dirais, une erreur très souvent qu'on peut retrouver chez certains, porteurs de projets ou même chez des entreprises qui sont déjà lancées, hein. Mais il faut se dire aussi que pour vous donner un exemple de la landing page, j'ai des clients qui se sont spécialisés dans le fait de, dès qu'ils ont une idée, dès qu'ils ont un nouveau produit, ils lancent une landing page et ils voient comment le marché répond. S'il ne se passe rien, ils arrêtent. S'il se passe quelque chose, ils vont plus loin. Mais ils ont vraiment ce process de commencer tout projet par une landing page. La deuxième erreur, c'est: je n'ai pas de business plan, je sais ce que je vends. C'est qu'il nous arrive aujourd'hui de voir assez fréquemment des entrepreneurs qui disent: «J'ai pas besoin de business plan, je sais ce que je fais». C'est une vraie phrase, hein, c'est une vraie citation. Ouais, c'est une vraie phrase, on l'a vraiment entendu. Il nous arrive aussi d'avoir des entrepreneurs qui nous disent: «De toute façon, un business plan, rien n'est vrai dedans». Hem, Sauf les numéros en bas de Sauf page. les numéros de page, mais et sur ça, bon, sur certains sujets, ils n'ont pas trop tort, mais on va le voir après. En vrai, le business plan, je ne le fais pas parce que c'est chiant, je ne le fais pas parce que je ne comprends pas les chiffres. Et pourtant, le business plan, c'est fondamental. C'est fondamental pour pouvoir maîtriser votre lancement. Et du coup, on en arrive, hop, à la solution. Déjà, pour nous, un business plan, ce n'est pas juste un tableau Excel avec une suite de chiffres incompréhensibles. Non, ça va beaucoup plus loin. Et vraiment, il faut construire son business plan dans le sens où ça va être l'outil qui va permettre de piloter son lancement, qui va permettre de suivre le lancement et de savoir où on veut aller. Avec un objectif secondaire, mais qui est aussi important, qui est de révéler les incohérences. Le business plan va vraiment être un projecteur qui va révéler toutes les incohérences de votre business model. Et c'est une étape qui est indispensable parce que déjà, elle va sécuriser votre lancement, elle va sécuriser votre business model. Et à mon sens, hein, personne ne peut se permettre d'investir aujourd'hui sans avoir validé le modèle économique. Mais je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, je monte ma boîte dans le conseil. Je ne fais pas de business plan. Ça veut dire que je ne vais pas vraiment me fixer d'objectifs de vente. Ensuite, je ne vais pas avoir une visibilité de mes budgets, à savoir les différents logiciels avec lesquels je vais devoir travailler. Enfin, combien de pourcentage de ma marge ça va représenter. Ensuite, sans business plan sur une activité de prestat de service, je ne sais pas justement forcément à quel prix je vais vendre parce que mon temps, c'est de l'argent. Et si je dois recruter, le temps de mes collaborateurs, c'est aussi de l'argent. Et du coup, sans avoir de prévisionnel de vente, sans avoir une vision globale de mes charges, je me retrouve avec des difficultés d'établir ce prix. Mmh. Et du coup, en fait, le business plan, ce n'est pas simplement pour un emprunt bancaire, pour rechercher des fonds, pour tout ça. Il faut vraiment le voir comme quelque chose de beaucoup plus global et comme un outil de pilotage de votre projet. Et c'est pour ça que si on parle d'un emprunt bancaire, on est sur généralement des demandes de business plan à 3 à 5 ans. Euh, Là où, en vérité, vous ne savez absolument pas ce qui va se passer, encore moins lorsque vous êtes en création d'entreprise dans 3 à 5 ans. Votre entreprise, elle peut exploser, vous allez pouvoir vivre un plateau et puis d'un coup exploser, ou vous allez exploser vite, puis après. Bref, tout est possible dans la vie d'une entreprise. Mais le fait d'avoir au moins votre business plan au lancement vous permet d'avoir une ligne directrice, de savoir où vous allez au moins la première année, et après d'arriver sur ça avec un plan stratégique que vous pouvez redécouper en plan à 90 jours ou en plan à 6 mois. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce business plan comme un outil de pilotage. Exactement. Et ça amène la réflexion suivante, c'est que le business plan, il n'est pas à faire uniquement
en première année ou au lancement. Il va être à modifier chaque année. Je pense que c'est bien de se poser dessus au moins une fois par an pour voir où on va et voir si on est toujours en adéquation et si on a toujours les mêmes ressources par rapport au chiffre d'affaires qu'on va réaliser. Je prends un exemple tout simple, très récent. J'ai une entreprise qui développe un chiffre d'affaires et qui continue à mettre des commerciaux pour augmenter son chiffre d'affaires. Mais elle arrive à un moment donné où il n'y a plus personne, ou pas assez en tout cas, de personnel qui va gérer le chiffre d'affaires qui a déjà été généré. Et si on ne s'était pas posé, si on n'avait pas pris une heure pour voir ce prévisionnel-là, on n'aurait pas su, on n'aurait pas vu qu'il manquait des forces vives pour gérer déjà le chiffre d'affaires qui était constitué. Et donc, le business plan, il n'est pas uniquement au départ, mais il va être à revoir chaque année. C'est un vrai outil de pilotage hein, et sur lequel, si on prend 2 secondes la casquette expert comptable, hein, sur lequel vos données comptables sont très importantes de venir en temps réel se comparer à vos données prévisionnelles. C'est un outil de pilotage. Le business plan, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de suivre de très près votre trésorerie et du moins vos prévisionnels de trésorerie. Parce que lorsque on monte sa boîte, il y a une vraie différence entre le passage de perso et le passage à pro. Pro, il y a beaucoup de charges qu'on a tendance à sous-estimer. Et du coup, en fait, le fait d'avoir votre business plan fait que vous allez pouvoir garder un œil directement sur votre trésorerie et éventuellement savoir à quel moment, en fonction, comme l'a dit Guillaume, s'il y a un accroissement de chiffre d'affaires, vous allez devoir recruter. Le recrutement va avoir un impact non négligeable normalement sur vos charges. Donc, est-ce que vous allez être au bon moment de la trésorerie, sachant que quand on commence à payer des salaires, il y a des décalages de charges, sans rentrer dans le détail maintenant, mais voilà, tout ça a un impact qu'il faut être capable de suivre de très près. Donc, Chaosen pour une entreprise de location de voitures, bah, c'est évident que pour vous, le business plan est quelque chose d'indispensable déjà parce qu'il y a des chances que vous ayez besoin de financement et d'autre part parce que bah, il faut que vous sachiez combien vous allez marger sur vos locations de voitures et combien de jours vous devez louer vos voitures. Après, c'est à voir au cas par cas. Donc ça, pour vous, c'est indispensable. Mika, qui souhaite monter une agence destinée à promouvoir les intérêts sportifs et financiers des sportifs type footballeurs, bah, c'est le même principe, Mika. Je suis d'accord avec vous. Les chiffres sont aléatoires, mais justement, partons d'une prévision de chiffres. Justement, quand les chiffres sont aléatoires, j'entends souvent, oui, mais c'est totalement incertain, je ne peux pas faire de business plan, je n'ai pas les chiffres, ça va varier énormément, j'en ai aucune idée. Mais justement, c'est justement parce que ça peut varier énormément qu'il faut faire un business plan. Il faut vous dire, peut-être le construire à l'inverse, le business plan, pas partir du chiffre d'affaires, mais partir des charges, de partir de votre rémunération. Combien vous voulez de rémunération en année 1, en année 2, en année 3 et pour avoir cette rémunération en année 3, combien il faut que j'ai de chiffre d'affaires? Combien il faut que je réalise d'objectifs en année 2 et partir de ces objectifs-là qui sont chiffrés pour construire votre plan et ce prévisionnel. L'intérêt du business plan, c'est justement de savoir, bah tiens, est-ce que ça met dans le rouge, mais ce rouge à un instant T de trésor me permet de faire exploser mon chiffre d'affaires et du coup, en fait, ça veut dire que je vais devoir mettre en trésor un instant T, donc de l'investissement, pour payer ce salaire qui va me permettre de développer de façon exponentielle ou non d'ailleurs mon chiffre d'affaires. Mais c'est vraiment ça, c'est la notion d'investissement. Et du coup, juste j'en profite, hein, si on voit qu'à un moment donné c'est dans le rouge, bah, ça veut dire que c'est génial. On voit que là, un instant T, il va avoir un problème, on le voit à l'avance, et du coup, on a toute la latitude pour aller chercher du financement, pour aller chercher des solutions pour passer ce cap d'être dans le rouge à un moment donné. Du coup, troisième erreur, je me lance, la forme juridique importe peu. Il y a quand même une erreur qui est faite au niveau de la forme juridique, c'est de penser que cette forme juridique, elle est jusqu'à la fin de la société. Alors que à chaque fois, et c'est le cas pratiquement dans toutes les sociétés, la forme juridique du départ eh ben, n'est pas celle de l'arrivée. Et il faut anticiper ça. Il faut savoir qu'on constitue une société avec une forme juridique qui est appropriée à notre situation au départ, mais la vie de la société fait que elle va être amenée à évoluer, à changer, et ça, il faut l'anticiper. Ouais. Et du coup, c'est vrai que bah, ce n'est pas la même chose en termes de forme juridique
si on a Pôle emploi ou non. C'est pas la même chose si on décide de garder sa société ou de la revendre un jour. C'est pas la même chose en fonction des types d'activités aussi. Parfois, il y a des entreprises qui doivent être faites forcément en entreprise individuelle. Parfois, c'est pas logique. Ensuite, même quand on se met en forme de société, bah, il va y avoir l'aspect fiscal qui va venir se poser dessus, qu'il faut étudier au cas par cas, en fonction du foyer, en fonction aussi d'une certaine manière du business plan, des chiffres qu'on a mis un peu dans le business plan quand même. La question juridique, elle intervient. Est-ce qu'il y a des associés, pas d'associés? Est-ce qu'on va faire entrer des investisseurs ou non? Donc voilà, c'est vraiment un point où très souvent maintenant, on a tendance à entendre bon, bah, ça va, je me mets en SAS parce qu'il faut créer une SAS. Alors que c'est un impact fiscal, c'est un impact social sur la protection du dirigeant. Mm. Ça coûte de l'argent de choisir telle ou telle structure, et il faut savoir pourquoi on choisit une forme juridique. Trop souvent, j'ai des entrepreneurs qui viennent au cabinet et qui me disent ah, j'ai pas la bonne forme juridique. Bah, oui, mais peut-être que vous aviez choisi cette forme-là au départ pour une bonne raison, et que là, il est temps de revoir cette forme juridique. Tout évolue en fait. Le tout, c'est de partir avec les bonnes bases, de la bonne forme juridique qui correspond à votre projet. Au pire, c'est pas la bonne, vous pourrez en changer. Ça vous coûtera des frais, mais vous pourrez en changer. Donc rien n'est vraiment figé, hein. C'est le message qu'on veut vous passer sur ça. Mais quitte à partir, autant partir avec les bonnes fondations qui correspondent à votre projet, qui correspondent à qui vous êtes, qui correspondent à comment vous voulez vous protéger. Et il faut savoir pourquoi on choisit une forme juridique plutôt qu'une autre. Ouais. Il y a forcément une raison de choisir l'une plutôt que l'autre. Ouais, ne choisissez pas votre forme juridique par dépit. Quatrième erreur, c'est je me lance seul, je n'ai pas de charge. Dans le sens où on va chercher à valoriser son temps. Dans le sens où bah, j'ai Pôle emploi, par exemple, j'ai pas besoin de rémunération, je peux me vendre au rabais. Ouais. Et ben ça, c'est vraiment une erreur que font souvent les créateurs. Ils se disent, voilà, je peux acquérir des nouveaux clients sans prendre en considération le côté prix. Il y a cet aspect vendre au rabais, il y a cet aspect, bah tiens, j'ai du temps, je vais faire ma compta. Clairement, la SAS peut être une forme juridique adaptée à vos besoins, mais n'est pas nécessairement la meilleure forme juridique. Il existe une multitude de formes juridiques et chacune doit être à étudier en fonction du projet, de la personne. Et c'est vraiment pas à prendre à la légère. Alors très souvent, on va entendre parler de SAS et de SARL, ou SASU et SARLU, mais il en existe d'autres. Alors c'est quand même les deux principales. Et le tout, c'est de savoir laquelle est adaptée à vos besoins, quoi. Lorsqu'on dit que se lancer seul, c'est un problème, c'est que votre temps a de la valeur. Ouais. Et en plus, c'est une erreur qu'on retrouve aussi dans d'autres business. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut vendre des produits, par exemple en grande surface. Et ben, il va vouloir le lancer à un prix plus réduit. Alors qu'en fait, chaque année, la négociation avec les distributeurs se faisant, les marges sont rognées. Et donc, il vaut mieux partir avec un prix élevé plutôt qu'un prix plutôt faible. Et je pense que pour des entrepreneurs qui vont commencer en freelance, c'est la même démarche. Il vaut mieux partir avec un prix de marché, parce qu'on aura étudié le marché, parce qu'on aura vu que l'offre répondait bien aux besoins du marché, plutôt que de partir avec un prix décoté qui ne permettra pas d'évoluer ensuite. Et quand on dit votre temps a de la valeur, c'est vrai. Vous avez certainement beaucoup plus de valeur à aller prospecter, à faire votre produit, à créer des éléments marketing pour justement vendre, plutôt que faire des missions que vous avez mal vendues, que faire de la comptabilité qui va vous prendre du temps et qui va engendrer peut-être des erreurs. Votre temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux quand on est entrepreneur. Vous allez passer des journées de journées type de 8 heures à des journées type de 7 jours sur 7, 15 à 16 heures par jour. L'entrepreneuriat, on va le voir dans la prochaine erreur, mais c'est quelque chose qui est quand même très, très prenant. Donc, faites-vous accompagner, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre conseil que j'ai pu vivre sur mon expérience, c'est que et c'est d'actualité aujourd'hui puisque le télétravail est quand même extrêmement poussé, donc j'ai bon espoir qu'on commence à tous pouvoir retourner dans des bureaux. Mais le fait d'avoir un cadre de travail
est un réel accélérateur pour différentes raisons. Vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes, vous allez pouvoir, encore une fois, tester en direct vos business, peut-être trouver vos premiers clients. Donc, au même titre que faites-vous accompagner, ne restez pas seul non plus. Restez focus sur vos objectifs, trouvez les bons partenaires et anticipez. Anticipez vos besoins de recrutement, anticipez vos charges, anticipez vos fiscalités, anticipez votre BFR. Le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans la technique. Le but, ce n'est pas d'assommer avec des notions comptables. Mais le besoin en fonds de roulement, c'est aussi ce qui peut plier votre société si d'un coup vous vous retrouvez sans trésorerie. Et c'est dommage. Et anticipez aussi vos succès parce que c'est important. L'entrepreneuriat, on a besoin de se projeter vers des succès et ça fait du bien à ce sujet, quoi. Ouais. Dans le sens aussi anticiper, c'est aussi de se dire que là, aujourd'hui, vous vous lancez peut-être seul, vous n'avez pas de locaux, vous avez très peu de charges, vous êtes financé par Pôle emploi, mais demain, si vous n'avez pas le bon prix de marché, eh ben, vous allez vous retrouver à devoir recruter, vous allez devoir vous retrouver à prendre un local ou à prendre des bureaux, vous allez devoir rattraper la fiscalité sur de la TVA, sur de l'impôt sur les sociétés, etc., de devoir financer votre croissance et donc de financer du besoin en fonds de roulement, et bien, tout ça, ça s'anticipe. Et si vous ne partez pas bien armé vers ces entre guillemets, évolutions, j'allais dire ces difficultés, mais c'est des évolutions classiques, et ben, vous allez vous retrouver en difficulté. Et donc, tout ça, ça s'anticipe et il faut le penser au départ. Cool, les experts comptables sont là à vos côtés, quoi. On fait beaucoup de création d'entreprises et après, on accompagne les entrepreneurs dans toute leur vie d'entreprise. Donc, clairement, on est un des interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner sur ce bon choix. Et si vous avez déjà fait votre veille et que vous avez déjà une idée, discutons-en pour la challenger et vous conforter soit dans votre idée, soit vous dire que qu'il existe d'autres alternatives possibles pour vous, quoi. Ouais. Surtout qu'il faut bien imaginer que les problèmes que vous allez rencontrer, que vous rencontrez déjà, nous, on a déjà vu ces problèmes-là, pas une fois, pas deux fois, mais des dizaines et des dizaines de fois. Et on sait aussi, avec le temps qui passe, quelles sont les conséquences des choix que les personnes ont faits avant vous. Et du coup, on pourra vous guider, on pourra vous confirmer ou infirmer, c'est ce que tu disais, les questions, les choix que vous faites aujourd'hui. De toute façon, à partir du moment où vous créez en entreprise, il y a une ambition derrière. Il y a besoin d'avoir des chiffres, il y a besoin d'avoir de l'analyse, il y a besoin d'avoir du suivi. Et donc, oui, en effet, la compta, au sens compta, c'est chiant, mais la compta, quand on récupère les données pour les utiliser, pour piloter la boîte, ça prend toute sa valeur. Et donc, ouais, c'est vachement important. Et sur la question du BFR en prestat de service, est-ce qu'il est bien négatif? Je te laisse la parole. Voilà, c'est une question compliquée. Ça va dépendre sur plein de choses, mais le BFR en prestat de service, il n'est pas forcément négatif. Il est négatif quand vous encaissez tout de suite auprès de vos clients et que vous payez à plus long terme vos fournisseurs. Par exemple, c'est le cas de la grande distribution. Mais dans le cas d'un freelance classique, en prestation de service, le BFR n'est pas négatif. Vous allez devoir payer à terme des salaires, vous allez les payer tout de suite et vous serez payé qu'à 30 ou 60 jours fin de mois, avec des décalages de paiement parfois de vos clients qui vont vous demander un délai supplémentaire. Donc non, le BFR, il est que dans très rares cas négatifs et vous ne pouvez pas compter dessus pour financer votre développement. Pensez vraiment que développement nécessite forcément du financement à cause de ce besoin de fonds de roulement. Et c'est d'autant plus compliqué à financer que les banques ne vont pas financer ce BFR. Elles vont le financer que dans certains cas et c'est très très rare. Donc ça s'anticipe. Vraiment la clé là, ça va être l'anticipation. Yes. Et alors, toute petite seconde, en fait, pour dire à tout le monde quand même ce qu'est un BFR négatif. Le BFR négatif, c'est lorsque vous encaissez avant de décaisser, donc vous avez trop de trésor. Parce que BFR négatif, ça semble négatif, alors qu'en vrai, c'est positif, mais c'est très rare. Cinquième et dernière grosse erreur qu'on a tendance à voir, et là, c'est vraiment plus, j'ai envie de dire, pour vous décomplexer, c'est parce que en vrai, aujourd'hui, on a tendance à voir dans les médias que les levées de fonds, c'est génial, que l'entrepreneuriat, c'est facile, que je peux monter ma boîte dans mon canapé et puis tout va bien se passer. En vrai, c'est une erreur. C'est une erreur parce que l'entrepreneuriat, soyons sincères, hein, c'est des montagnes russes. C'est plus compliqué que le salariat, mais
c'est aussi très épanouissant. Le tout, c'est de savoir pourquoi on entreprend, avoir un vrai why, un vrai pourquoi, c'est super important. Et donc, bah, pour nous, ne restez pas seuls. Je l'ai dit juste avant, l'histoire des bureaux, c'est vrai. Il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs, il y a des groupes d'entraide, il y a les experts comptables aussi qui sont là pour vous. Dites-vous qu'avant vous, d'autres personnes ont rencontré ces problèmes. Et c'est vrai, partagez. Vous n'êtes pas seul. Tu m'avais donné une stat à un moment donné, tu m'avais dit il n'y a qu'une personne sur 10 qui entreprend en France. Ça veut dire que vous avez très peu de chances de vous retrouver dans un cercle de créateurs ou d'entrepreneurs, et vous allez vous retrouver avec des gens qui ne vous comprennent pas forcément. Et je pense que ça, c'est une erreur. Il faut aller vers les gens qui entreprennent comme vous pour échanger sur les sujets. Et vraiment, le partage sur ces sujets-là, sur ces sujets d'entrepreneuriat, bah, c'est hyper important. Alors certes, il y a l'expert comptable qui va pouvoir échanger avec vous, mais il y a aussi d'autres entrepreneurs, et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des problématiques qui sont similaires, même avec des activités différentes. Et ça, c'est vraiment un gros plus de pouvoir partager. Ouais, c'est indispensable, hein. Sincèrement, c'est les montagnes russes, l'entrepreneuriat. Un jour, vous allez être content, vous allez penser que vous avez closé un deal, puis ça va prendre du temps, puis au final, ça va se faire, puis au final, il faut recruter. Parfois, il y a aussi des aspects un peu plus compliqués, sur toute la gestion humaine, etc. Bref, c'est les montagnes russes, c'est super épanouissant. Il faut savoir pourquoi vous le faites, mais ne restez pas seul. Ouais, surtout que, je vous dis, dans votre entourage, bah, les gens vont pas vous, enfin, sauf si vous êtes dans un entourage d'entrepreneurs, mais les gens vont pas comprendre vos problématiques. Ça leur passe, mais à 10 000 au-dessus, quoi. Donc il faut vraiment trouver ces cercles d'entrepreneurs avec lesquels échanger. Ouais, et autre aspect, 2 secondes, vos amis, soyez pas surpris si vous les voyez un peu moins, ils vont vous dire: «Mais tu es pas dispo», et cetera. On est tous passés par là, et il faut juste le savoir, quoi, et pas se dire que, on est tout seul, et cetera. C'est tout à fait normal. Les points qui sont à retenir des 5 erreurs qu'on voit le plus souvent, hein, chez nos clients ou dans les groupes d'entrepreneurs qu'on a plaisir, d'accompagner. Bah, primo, une idée, ça suffit pas. Valider le marché. On fait les interviews, on essaie au maximum de valider la traction, de valider la demande. Et sur ça, je mets juste un petit bémol. C'est plus simple d'avoir de la part de quelqu'un le j'achète que d'avoir son chèque. Mais au moins, un j'achète, c'est déjà un début d'intention, et c'est un début de validation de marché. Donc, on lance son idée, on lance son business une fois qu'on a validé son marché. 2, on n'oublie pas le business plan. Pour nous, c'est vraiment l'outil indispensable, tellement indispensable qu'il faut le refaire presque chaque année. Ouais, il faut le refaire. Le business plan, ne le voyez pas comme une contrainte, voyez-le comme un outil de pilotage qui va vous permettre, 1, d'établir votre stratégie, 2, de maîtriser mois par mois ou trimestre par trimestre vos chiffres, votre performance. C'est indispensable. 3, la forme juridique, c'est un choix important pour avoir des fondations solides. Ne vous angoissez pas d'une certaine manière en vous disant que c'est définitif et ça ne peut pas bouger, mais pour autant, réfléchissez bien à quelle est la forme juridique la plus adaptée à vos besoins en fonction de votre projet, en fonction de votre situation personnelle. 4e, faites-vous accompagner. À plusieurs, on va plus vite, on va plus loin. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il faut savoir vous entourer. Ouais, d'habitude, on dit seul, on va plus vite. Mais pour nous, même à plusieurs, on va plus vite parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une multitude de fonctions, et il faut être bon dans toutes ces fonctions. Donc, le fait d'être bien entouré fait que vous allez forcément plus vite et vous allez forcément plus loin. Et enfin, 5e et dernier point, oui, créer une entreprise, ce n'est pas simple tous les jours, mais quand on est bien accompagné et quand on le sait et quand on discute et quand on échange et quand on ne reste pas seul, tout se passe bien et en vrai, on s'éclate, quoi. Enfin, le but, c'est de trouver du plaisir, de l'amusement dans notre travail. Sinon, on ne fait pas son entreprise pour avoir un mauvais sentiment à chaque début de journée. Non, au contraire, on est animé par une force qui nous fait plaisir et qui nous motive tous les jours. Ouais, c'est vachement important de le voir comme ça. Voilà pour les 5 erreurs principales qu'on voulait voir avec vous. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir. On vous dit à très vite.